Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Bonjour chers élèves. Dans le cadre de la continuité pédagogique, l'État a pensé au cours sur les médias pour vous aider à reviser. Professora d'espagnol. Inspecteur chargé de physique-chimie. Today, we are going to start our first session of revision. Vous aurez à suivre attentivement. À partir de leur poste téléviseur, il y en a qui nous suivent à partir de leur radio. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. La valeur réelle de la philosophie. Il y a certaines erreurs que vous commettez dans ce type d'exercice. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves des classes de première ACD. Je suis Madame Ganda Winiga Magira Dila. Je me retrouve avec vous aujourd'hui pour une séance en histoire pour les cours de révision à distance. Le travail que nous allons faire porte sur le chapitre intitulé « Les poussées impérialistes et les résistances en Afrique » et plus précisément la conférence de Berlin. Qu'est-ce que j'attends de vous à la fin de cette séance? Élèves, je dois être capable d'expliquer les circonstances de la tenue de la conférence de Berlin, de citer les décisions de la conférence de Berlin, de donner les conséquences de la conférence de Berlin. Avant d'aborder la leçon du jour, faisons une petite révision sur les notions antérieures. La première question, je vous la donne. Décrit la situation politique et économique de l'Afrique à la veille des poussées impérialistes. Pour les auditeurs, décrit la situation politique et économique de l'Afrique à la veille des poussées impérialistes. J'attends votre réponse. Je réponds. Sur le plan politique, l'Afrique est divisée. Il y a des guerres entre les tribus, ce que nous appelons les guerres tribales. Les guerres interétatiques, État ici, il s'agit des royaumes. Guerres fratricides, conflits entre les confréries religieuses, surtout musulmanes. Les razzias, la haine, les luttes d'hégémonie. Bref, l'Afrique est instable sur le plan politique. Il y avait des tentatives de regroupement ou de création d'États tels qu'ils existaient durant l'époque des grands empires afin de revigorer l'Afrique. Revigorer l'Afrique, c'est-à-dire donner une certaine vigueur à l'Afrique, la ressusciter. Certains Africains se sont manifestés dans toutes les régions d'Afrique. Exemple, Prempeh pour le royaume Ashanti, Béanzin pour le royaume Abomey, Samori Touré pour le royaume de Samori, Ousmane Danfodio pour l'empire Sokoto. Et tous ceux-là que je viens d'énumérer, il s'agit de l'Afrique occidentale. Ménélique II pour l'Éthiopie en Afrique orientale, Tchaka pour l'empire Zoulou
en Afrique australe. Malgré ces tentatives, l'Afrique se trouvait dans un état de faiblesse. Donc nous disons que sur le plan politique, l'Afrique était fragile. Sur le plan économique, on note l'endettement des régences d'Afrique du Nord dû à la mauvaise gestion. C'est-à-dire, sur le plan économique, la situation diffère d'une région à une autre. Les régences de l'Afrique du Nord ont voulu moderniser leur pays à l'image de l'Europe technicienne. Mais faute de capitaux, elles ont dû faire des emprunts auprès des puissances européennes et se sont retrouvées dans l'incapacité de pouvoir rembourser ces emprunts-là. Et ce qui va amener les puissances européennes à s'ingérer dans les finances nord-africaines afin de récupérer ce que ces régences-là leur doivent. En Afrique noire, l'économie a été désorganisée par la traite négrière. La traite négrière a créé quoi? L'insécurité. Donc les activités économiques étaient rendues difficiles à cause de l'insécurité. Le commerce va connaître des bouleversements. Pourquoi? Parce qu'on a aboli la traite négrière. Or, ce sont les esclaves qui alimentaient ce commerce-là. Donc, l'abolition de l'esclavage, de la traite négrière avec l'esclavage, va amener ces pays-là à trouver une marchandise valable pour remplacer les esclaves, d'où nous parlons des bouleversements des échanges commerciaux. Deuxième question, je vous la lis. Donne les positions de la France et de la Grande-Bretagne en Afrique avant la conquête coloniale. Je relis la question. Donne les positions de la France et de la Grande-Bretagne en Afrique avant la conquête coloniale. Réponse. Pour pouvoir répondre à cette question, c'est simple. Sur le chapitre sur les fondements de l'impérialisme, on vous a présenté la carte des empires coloniaux. En se référant à cette carte-là, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous dirons que la France était présente au Sénégal, au Dahomey, en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Gabon, en Tunisie, Djibouti, etc. La Grande-Bretagne était présente au Natal, au Cap, en Afrique du Sud, en Sierra Leone, en Gold Coast, en Gambie, Nigeria, etc. Autre question, je vous la lis. Quel rôle les explorateurs ont-ils joué dans la conquête de l'Afrique? Je reprends la question. Quel rôle les explorateurs ont-ils joué dans la conquête de l'Afrique? La réponse, les explorateurs ont permis une meilleure connaissance du continent africain. Qu'est-ce que nous entendons par meilleure connaissance du continent? Ils ont révélé les potentialités économiques de l'Afrique. Par potentialité économique de l'Afrique, nous entendons les mines, les plantations et un potentiel débouché humain. Ils ont dressé les cartes. Ils ont signé des traités de protectorat avec les chefs locaux, préparant ainsi la conquête de l'Afrique. Abordons la leçon du jour par l'exploitation d'un texte. Et pour ceux qui me suivent sur les ondes de radio, je lis le texte pour vous. Il y a 100 ans, la conférence de Berlin. En fait, c'est à cette époque, c'est bien dans le bassin du Congo que les rivalités coloniales créent les plus fortes tensions et c'est ce territoire qui va occuper avant tout les négociations de Berlin. En France, Jules Ferry est l'apôtre de la colonisation. Les Belges sont actifs par Stanley interposé et les États-Unis
n'oublie pas que l'agent de Léopold II est citoyen américain. Ils l'incluent dans leur délégation à Berlin. Les Anglais s'intéressent à l'Égypte. En Afrique australe, ils rivalisent et marchandent avec les Portugais. L'Allemagne entre juste dans la compétition, mais avec l'ardeur des néophytes. La conférence de Berlin, inconsciemment, elle a établi le cadre artificiel de l'organisation géopolitique de l'Afrique indépendante. L'auteur, Philippe Gaillard, Jeune Afrique, numéro 1247, novembre 1984. Question. Première question. Qui est l'auteur du texte? Qui est l'auteur du texte? Très facile, parce que l'auteur vous est donné en bas du texte. C'est Philippe Gaillard, journaliste à Jeune Afrique. Deuxième question, donne la nature du texte. Donne la nature du texte. La réponse, le texte est un article de journal paru dans Jeune Afrique de novembre 1984. Autre question, de quel événement parle le texte? De quel événement parle le texte? Situe-le dans le temps et dans l'espace. Situe-le dans le temps et dans l'espace. La réponse, le texte parle de la conférence de Berlin qui a eu lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 à Berlin, en Allemagne. Question. Dans quel contexte l'auteur a-t-il écrit ce texte? Dans quel contexte l'auteur a-t-il écrit ce texte? Le texte a été rédigé à l'occasion du 100e anniversaire de la conférence de Berlin. 1884-1984, ça fait 100 ans. Et l'auteur n'est pas contemporain de l'événement. C'est vous montrer l'objectivité de l'auteur en rédigeant cet article. Autre question, relève dans le texte les pays participant à la conférence de Berlin et complète la liste par d'autres pays. Relève dans le texte les pays participant à la conférence de Berlin et complète la liste par d'autres pays. La réponse, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis. Réponse des pays participants qui se trouvent dans le texte: la France, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis. Et maintenant, autres pays ne se trouvant pas dans le texte. Nous avons le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, l'Autriche, Hongrie, etc. Autre question. Relève dans le texte la cause de la conférence de Berlin. Relève dans le texte la cause de la conférence de Berlin. La réponse se trouve au début du texte. Il s'agit des rivalités coloniales sur le bassin du Congo. Les rivalités coloniales sur le bassin du Congo. Autre question. Relève dans le texte une conséquence de la conférence. L'élément de réponse se trouve à la fin du texte.
La conférence a établi le cadre artificiel de l'organisation géopolitique de l'Afrique indépendante. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous dirons que la conférence de Berlin s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Elle a réuni 14 nations. Il s'agit de l'Allemagne, pays organisateur, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Autriche-Hongrie, les Pays-Bas, la Suède, la Russie, la Turquie et les États-Unis en tant qu'observateurs. Quelles sont les causes de la conférence de Berlin? Là, nous distinguons deux types de causes. Les causes indirectes et les causes directes. Qu'est-ce qu'on a dans les causes indirectes? Nous avons d'abord les rivalités économiques et politiques entre les pays en Europe. Pour comprendre tout ceci, il faut aller comprendre la situation qui prévalait en Europe à cette époque-là. Quelle est cette situation? On a constaté l'épuisement des matières premières, la surproduction, la mévente, le protectionnisme, ce qui a mené les pays européens à la recherche hors de l'Europe des matières premières, des débouchés pour écouler la production. Sur le plan politique, là également, nous avons la recherche de grandeur, d'honneur, de prestige, l'affirmation d'une certaine puissance. Et on vous a évoqué deux partisans de l'impérialisme quand on vous a fait la révision sur les cours, sur les fondements de l'impérialisme. Il s'agit de Jules Ferry et de Rudyard Kipling. Et pour soutenir l'expansion coloniale sur le plan politique, qu'est-ce qu'ils ont affirmé? Rayonner sans jaser, ça c'est Jules Ferry. Sans se mêler des affaires du monde, pour une nation, c'est abdiquer. Et pour Rudyard Kipling, l'expansion coloniale est la lutte où s'affirme la supériorité de la nation anglaise. Donc c'est tout ça là qui explique les rivalités politiques. Et chaque puissance voudra occuper une portion de territoire aussi large sur l'Afrique, en Afrique, et ce qui va entraîner des incidents. Exemple d'incident, nous avons l'incident entre la France et l'Italie en Tunisie en 1881. L'Italie se trouve confrontée à un problème de surplus de population et va chercher des régions où le climat est propice pour évacuer et convoitiser la Tunisie. Mais l'Italie va être dévancée par la France, d'où ce que nous appelons l'incident entre la France et l'Italie. La rivalité entre la France et la Grande-Bretagne sur l'Égypte. La France est mécontente d'avoir été dévancée par la Grande-Bretagne en Égypte. Et ceci va expliquer son dévolu sur le bassin du Congo. L'entrée tardive de l'Allemagne dans la compétition coloniale. Elle entre tardivement dans la compétition coloniale. Pourquoi? Parce qu'au début, Bismarck, empereur de l'Allemagne, était hostile à la colonisation. Elle est entrée tardivement, mais a pu s'arracher facilement le Togo où manœuvrait déjà la Grande-Bretagne et la France. A pu prendre le Cameroun où était présente la Grande-Bretagne. Nachtigal signe le traité et 5 jours après, la Grande-Bretagne vient. Nachtigal avait déjà en possession le Cameroun. Dans le sud-est africain, l'Allemagne a dû mobiliser un navire de guerre pour intimider la Grande-Bretagne. Tout ça là va tendre la tension entre la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, et cela les irrite. Les causes directes de la conférence de Berlin. Bien,
Nous lions ces causes-là à la situation du bassin du Congo. Nous avons une carte ici, ça c'est la carte de l'Afrique que je vous demande d'observer. Chers élèves, en observant cette carte-là, que constatez-vous? Que remarquez-vous? Nous remarquons que cette carte est peinte en deux couleurs, le jaune clair et le vert. Le vert représente le bassin du Congo. Question: localise le bassin du Congo. Localise le bassin du Congo. Pour ceux qui me suivent par les ondes de la radio, ils ne peuvent pas le voir, mais ceux qui me suivent par la télé, ils peuvent voir la carte et pouvoir donner l'élément de réponse. Réponse: le bassin du Congo se situe en Afrique centrale. Il couvre aujourd'hui le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci? Il s'agit des rivalités entre la France, la Belgique, le Portugal et la Grande-Bretagne sur le bassin du Congo. Ces rivalités sur le Congo s'intensifient du fait des récits des richesses présumées. La France, par l'intermédiaire de Savorgnan de Brazza, qu'elle a envoyé en exploration, revendique le bassin. Léopold II, roi des Belges, revendique aussi le bassin du Congo par l'intermédiaire de Morton Stanley, qu'il a envoyé sur ses propres fonds explorer la région. La situation est celle-ci. La rivalité entre la France et Léopold II part du second voyage de Henry Morton Stanley. Je dis bien second voyage parce qu'il a eu à effectuer un premier voyage qui était destiné à rechercher Livingstone. Pour son second voyage, il est passé au service de l'AIA, fondée en 1815 et financée par Léopold II, qui lui charge pour mission d'aller passer les traités dans le bassin du Congo et créer des postes. Et il aura la surprise d'apprendre qu'il a été dévancé par Savorgnan de Brazza, qui a planté le drapeau français à la localité qui deviendra plus tard Brazzaville et a signé le traité avec Makoko. À l'annonce de la nouvelle, Léopold II devient furieux. Donc cela a créé une rivalité entre la France et Léopold II, roi des Belges. Pour ceux qui me suivent à la télé, nous avons ici les protagonistes de la crise du bassin du Congo. Sur la première image, nous avons Henry Morton Stanley. Deuxième image, c'est Savorgnan de Brazza. Et troisième image, troisième photo, c'est Léopold II, roi des Belges. Ici, nous avons une photo de Brazza remettant le traité au roi Makoko. Une photo de Brazza, signature de Brazza, remettant la signature à Makoko. Donc ici, c'est la signature de traité. Rivalité entre la France, Léopold II et le Portugal. Je dirais que le Portugal se trouve le troisième larron dans ce bassin du Congo. Installé sur la côte du bassin depuis le XVIe siècle, pour le Portugal, cette région était son bien. Mais devant ces situations créées par Savorgnan de Brazza et Stanley, le Portugal commence par s'inquiéter parce qu'il se rend compte que la région est en train de lui échapper. Alors, il revendique sa souveraineté sur Cabinda le 26 février 1884.
le Portugal sera soutenu par la Grande-Bretagne pour ses intérêts commerciaux. Mais l'opinion britannique est divisée. Certains s'indignent de voir cette région livrée au Portugal, qui a une puissance de deuxième grandeur. Je disais que le Portugal est inquiet. L'inquiétude du Portugal s'agrandit. Alors, il va lancer l'idée d'une conférence internationale. Et c'est cette occasion que Bismarck II va saisir pour convoquer la conférence de Berlin, pour apaiser les tensions entre les puissances européennes en Afrique et définir les règles d'occupation pacifique de l'Afrique. Quelles sont les grandes décisions qui ont été prises à cette conférence? Nous avons la lutte contre l'esclavage et la traite négrière en Afrique centrale et orientale. Ici, il s'agit de l'esclavage intérieur, des gens qu'on donnait comme gage. La traite négrière en Afrique centrale et orientale, c'est la traite négrière arabique qui se faisait sur l'océan Indien, à travers l'océan Indien et la mer Rouge en destination de la péninsule arabique. Deuxième décision, la liberté de conscience, la liberté de religion. Lutte contre les guerres tribales et les sacrifices humains. La libre navigation sur tous les fleuves africains. Pour annexer un territoire, il ne suffit plus de passer les traités avec les chefs locaux. Il faudra avertir les puissances signataires de l'acte de Berlin et occuper effectivement le pays. Autre décision, toute puissance établie sur la côte pourrait occuper l'arrière-pays en reculant ses frontières jusqu'à ce qu'elle rencontre l'influence d'une autre puissance. Le ton est donné pour ces puissances-là établies sur la côte de faire la conquête de l'intérieur du pays, l'arrière-pays, et c'est ce que nous appelons la doctrine de l'Interland, l'Interland étant l'arrière-pays. Décision concernant le bassin du Congo. L'État indépendant du Congo est propriété de Léopold II. Léopold II pensait que les deux rives lui reviendront. On lui a donné la rive gauche. Les droits de la France sont reconnus sur la rive droite du fleuve Congo. Liberté commerciale sur tout le bassin du Congo. Le Congo aura accès à la mer, mais le Portugal gardera l'enclave de Cabinda. Bien, nous avons ici, vous avez une carte, la carte du bassin du Congo après la conférence de Berlin. Carte où nous trouvons trois couleurs. La couleur verte, la couleur jaune et la couleur violette. Le vert, c'est le Congo-Brazzaville. Le jaune, c'est Cabinda. Et le violet, c'est Congo belge actuel RDC. Et vous voyez qu'on a étiré Cabinda plus vers le nord pour que le Congo belge ait accès à la mer. Et le Cabinda se trouve serré entre le Congo français et le Congo belge, d'où nous parlons de l'enclave. Donc Cabinda est enclavé. Les décisions ont donné satisfaction à tout le monde. Le pôle 2 a eu satisfaction, la France a eu satisfaction, et les autres commerçants aussi qui ont la liberté commerciale sur tout le bassin du Congo. Cette conférence a entraîné des conséquences. La conférence fut le signal du scramble. Scramble, c'est la ruée, c'est la bousculade, c'est la mêlée, on va se ruer sur l'Afrique pour se la partager. C'est pourquoi, deuxième conséquence, nous parlons de l'accélération du partage de l'Afrique.
L'Afrique a été partagée comment? En petits morceaux. On a morcelé, on a émietté l'Afrique en petits États. C'est ce que nous appelons la balkanisation. Et cette balkanisation ne pouvait pas se faire sans problème parce qu'elle a entraîné l'apparition des frontières qui ne correspondent pas avec la réalité sur le terrain parce que le partage s'est fait sur l'Afrique, sur la carte, en ne tenant pas compte des réalités sur le terrain. Ces frontières-là vont séparer des peuples jadis groupés. En exemple, nous avons les Évés écartelés entre le Togo et la Gold Coast, les Yoruba entre le Nigeria et le Dahomey, les Mandingues entre le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, la Haussa entre le Niger et le Nigeria. Et ces frontières vont également diviser, séparer certaines familles. Et ces frontières vont porter un coup dur à la circulation des Africains et sont à l'origine de nombreux conflits. Nous avons les conflits entre les populations frontalières, conflits entre États, le conflit entre le Nigeria et le Cameroun à propos de Bakassi, aujourd'hui réglé par la Cour internationale de justice de la Haye. Pour régler ces problèmes, l'Union africaine prône l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne touche pas aux frontières qui ont été données par la colonisation. Autre décision, l'Afrique tout entière est bouleversée. Bouleversée sur le plan politique parce qu'on lui impose de nouvelles lois politiques. Bouleversée sur le plan économique avec l'imposition des cultures industrielles, l'imposition de la monnaie. Bouleversée sur le plan social avec le bouleversement de la structure sociale. Nous avons également l'assujettissement des populations africaines. Et tout ceci ne pouvait pas se faire sans heurts, où nous avons, dernière conséquence, les résistances africaines. Exercice. Première question. Donne la date et le pays où a lieu la conférence de Berlin. Il s'agit du 15 novembre 1884 au 26 février 1885 en Allemagne. Deuxième question. Cite 5 pays participants à cette conférence. L'Angleterre, la France, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, au choix. Énumère 2 décisions et 2 conséquences de cette conférence. 2 décisions. L'État indépendant du Congo est reconnu propriété de Léopold II. Deuxième décision, liberté commerciale sur tout le bassin du Congo. On a donné 2, mais j'en donne une troisième. Le Congo aura accès à la mer, mais le Portugal garde l'enclave de Cabinda. 2 conséquences, balkanisation de l'Afrique, division des peuples par des frontières factices, c'est-à-dire artificielles. Nous avons dit que la conférence a entraîné des résistances. Donc, notre deuxième partie porte sur les résistances africaines à la conquête coloniale. Comme objectif, l'élève doit être capable d'analyser les causes des résistances et leur échec face à la conquête coloniale. Nous abordons cette partie par l'exploitation d'un texte. Et je lis le texte. La résistance à la colonisation était une question de vie ou de mort pour les peuples africains. Malgré le courage et la détermination des rois ou souverains et des peuples, les résistances africaines, sous toutes leurs formes, ont échoué. Texte anonyme. Je reprends. La résistance à la colonisation était une question de vie ou de mort pour les peuples africains. Malgré le courage et la détermination des rois ou souverains et des peuples, les résistances africaines, sous toutes leurs formes, ont échoué. Première question. Qu'entend-on par résistance? Qu'entend-on par résistance? Et je vous donne la réponse. C'est un mouvement d'opposition
à l'occupation d'un territoire par une puissance étrangère. Un mouvement d'opposition à l'occupation d'un territoire par une puissance étrangère. Deuxième question, cite les formes de résistance. La réponse, on a les formes dites organisées, celles des souverains, et les formes dites inorganisées, celles des peuples. Autre question, je vous la lis. Quels étaient les moyens d'action des résistances? Quels étaient les moyens d'action des résistances? La réponse, la lutte armée. La désobéissance, qu'est-ce que nous entendons par désobéissance? Refus d'exécuter les travaux forcés. Vous avez entendu parler des résistances au centre du Togo, les Agotimés, auxquels on demande de venir faire les travaux forcés et ils répondent en tenue de guerre. Ça, c'est un exemple de refus d'exécuter les travaux forcés. Le portage, qu'est-ce que nous entendons par portage? À cette époque, il n'y avait pas de moyens de déplacement, de moyens de transport. Alors, il fallait réquisitionner les gens pour porter et les bagages du colonisateur et le colonisateur lui-même dans un hamac. Donc, refus d'exécuter le portage. La désobéissance civile. On entend par là le refus de payer les impôts, de consommer les produits européens. L'exil, déplacement des peuples afin d'échapper aux brimades. Les sabotages, les embuscades, etc. Question, pourquoi la résistance à la colonisation était-elle une question de vie ou de mort pour les peuples africains? Pourquoi la résistance à la colonisation était-elle une question de vie ou de mort pour les Africains? La réponse, la résistance était une question de vie ou de mort parce que l'occupation de l'Afrique priverait aux Africains leur liberté. Autre question. Comment expliques-tu l'échec des résistances africaines? Comment expliques-tu l'échec des résistances africaines? La réponse, les divisions politiques, les faiblesses économiques et techniques. En résumé, les Européens se sont partagés rapidement l'Afrique sur le papier. En voulant occuper effectivement les territoires conquis, ils se heurtent à de vives résistances qu'ils mettent du temps à réprimer. Quelles sont les causes des résistances des Africains? Bien, je vais vous raconter ce récit. Mungo Park, un explorateur qui a sillonné l'Afrique occidentale, va se retrouver à Ségou, Ségou qui est la capitale du royaume Peul Bambara, pour rencontrer le roi de Ségou. Personnalité dont les sorties sont rares, la rencontre n'a pas eu lieu. Et le jour décline, il ne sait où déposer la tête parce qu'il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas d'hôtel. Il s'apprêtait à grimper sur un arbre pour échapper aux fauves bêtes fauves la nuit, quand une femme revenant du champ l'a pris et l'a hébergé chez elle. Pourquoi ce récit? C'est pour vous dire tout simplement que, avant la conférence de Berlin, les relations entre les Africains et les Européens étaient plus ou moins cordiales. Et c'est après la conférence de Berlin, quand la compétition a été rude et que les méthodes utilisées étaient brutales, que les Africains vont opposer des résistances acharnées. La première cause des résistances, nous avons la défense de l'intégrité territoriale.
quand nous nous rabattons sur Ménélique, qu'est-ce que Ménélique a dit? Je n'ai pas l'intention de croiser les bras et de regarder les puissances occidentales venir d'outre-mer avec l'intention de partager l'Afrique. Cette déclaration en dit long. Donc là, nous avons défendu l'intégrité territoriale et en même temps, la cause qui suit l'explique. Les chefs locaux se battaient pour préserver leur liberté, leur autorité et leur prestige. Nous avons la lutte contre le pillage des ressources, des matières premières, confiscation des terres et quelles terres riches pour développer les produits de rente. Lutter contre toute nouvelle civilisation, nouvelle culture. On s'en tient à la tradition africaine et aux coutumes africaines. Refus de payer les impôts imposés par les colonisateurs. Mauvais souvenir de la traite négrière. Cause des échecs des résistances, nous avons la désunion. Qu'est-ce que nous entendons par désunion? Rivalité et conflit entre les chefs locaux, guidés par des intérêts rivaux et le souci d'hégémonie, ce qui n'a pas permis de faire un bloc unique contre les envahisseurs. Samori Touré va demander à Amadou Sékou une alliance, mais par désir d'hégémonie, Amadou Sékou va rejeter la proposition et le résultat, nous l'avons. Hein? C'est pour dire que les Africains n'ont pas fait bloc contre les envahisseurs. La haine entre les différentes tribus, les trahisons entre les chefs, trahison des chefs par la population. Le cas de Béhanzin, le cas de Samori Touré, il a été trahi, il a été capturé. La supériorité technique et militaire des Européens face aux fusils à tir rapide et aux canons, les Africains n'avaient que des armes blanches, des arcs, des flèches, des gourdins, bref, armement traditionnel que pouvait faire cet armement-là face aux fusils et aux canons à tir rapide. Qu'est-ce qui explique la situation dans laquelle se sont retrouvés les Africains d'affronter les Européens avec armement traditionnel? C'est que sous prétexte de lutter contre les guerres tribales, à la conférence de Berlin, il a été interdit la vente d'armes aux Africains. L'inexistence des armes de métier, des armées de métier, les Africains n'avaient pas une armée disciplinée, entraînée, qu'on pouvait mobiliser facilement. L'ingérence des Européens dans les affaires africaines, cela était un handicap pour leurs privilèges, leur autorité, etc. Et enfin, nous avons la solidarité des colonisateurs. Quelques exemples de résistance. Nous avons dit que nous avons deux types de résistance, la résistance des souverains et celle des peuples. Nous avons Samori Touré contre les Français, Amadou Sékou contre les Français, Abdelkader contre les Français, Prempeh contre les Anglais, Béhanzin contre les Français, Ménélique II contre les Italiens. On ne peut pas parler des figures de résistance sans parler de notre Togo. Nous avons Nabiema Assabieh dans le royaume Anoufo Amango contre les Allemands et Adiakpo Izum dans le royaume de Tado contre les Français. Deuxième type de résistance, la résistance des peuples. Il s'agit des peuples du Togo. C'est là où j'ai puisé l'exemple des Agotime. Voici quelques grandes figures de résistance. Première photo pour ceux qui nous suivent à la télé. Béhanzin avec sa longue pipe. Du royaume d'Abomey. Prempeh le suit, du royaume Ashanti. Et en troisième position, Abdelkader d'Algérie. Ici, nous avons Ménélique II de l'Éthiopie en première position,
suivi de Samori Touré. Exercice de maison pour clôturer. Première question. Parmi toutes les résistances africaines, une a été couronnée de succès. Je vous donne ces résistances. Samori Touré, Amadou Chekou, Abdelkader, Prempeh, Béhanzin, Ménélique II, Nabiema Assabie et Adja Poison. Je reprends. Parmi toutes les résistances africaines, une a été couronnée de succès. Samori Touré, Amadou Chekou, Abdelkader, Prempeh, Béhanzin, Ménélique II, Nabiema Assabie et Adja Poison. Laquelle? Question 2. Donne les facteurs qui ont favorisé ce succès. Je reprends la question. Donne les facteurs qui ont favorisé ce succès. Et maintenant, un sujet de dissertation. Je lis le sujet. Après avoir donné les raisons profondes de la conférence de Berlin, vous direz les conséquences qu'elle a engendrées pour l'Afrique. Une seconde fois, après avoir donné les raisons profondes de la conférence de Berlin, vous direz les conséquences qu'elle a engendrées, elle a entraînées pour l'Afrique. Chers élèves, je ne pourrai terminer cette séance de révision sans vous donner un conseil. Il s'agit de la gestion des cours que vous prenez. Les cours s'étudient au jour le jour et c'est comme ça qu'à la veille de l'examen, on est prêt. On ne laisse pas les leçons s'accumuler pour les étudier tous à la veille de l'examen. Quand on le fait comme ça, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour l'examen. À la veille de l'examen, c'est les leçons, les cours d'une année scolaire. On voit la pile, on s'affole, on panique, on veille. Lorsqu'on est bien préparé, on entre dans une classe d'examen avec sérénité. Et lorsqu'on ne l'est pas, c'est en ce moment qu'on cherche à copier sur la copie de l'autre. Est-ce que ce que lui a écrit est juste? Il nous arrive parfois de prendre des copies avec deux réponses. Une réponse barrée et une réponse non barrée. Or, la réponse barrée, c'est la réponse vraie. Et vous vous pénalisez. Alors, préparez vos examens en étant à jour pour vos leçons. Mettez les conseils que nous vous donnons en pratique et vous verrez que vous allez réussir facilement votre examen. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.